Donc ce matin, j'ai une question à vous poser et j'aimerais savoir tout ce que vous connaissez sur quelqu'un. Donc, qui est Maillard Monchipour? Qui est Maillard Monchipour? Donc sur votre feuille, je vais vous demander d'écrire tout ce que vous savez sur Maillard Monchipour. Alors dans un premier temps, je vais vous demander d'écrire tout seul, pendant 10 minutes, tout ce que vous savez sur Maillard Monchipour. Ensuite, dans un deuxième temps, vous mettrez avec votre voisin pour écrire ensemble tout ce que vous connaissez sur Maillard Monchipour. Vous ferez attention à l'orthographe, vous vous aiderez, vous devrez écrire la même chose tous les deux. Et puis enfin, dans un troisième temps, je vais vous demander d'écrire tout ce que vous savez sur Maillard Monchipour, mais cette fois-ci en équipe. Donc avec votre équipe, vous devrez écrire exactement la même chose et mettre en commun tout ce que vous connaissez sur Maillard. C'est parti. Lying down the riverside, feeling the sweetness of the rain. Yellow butterflies out of my mind, a charming there like a poem. Walking on tiptoes over the rainbow, sizing the day and its creeping colors. I'm just feeling my way to another life. Little strokes fill great oaks. Ooh, it's a wonderful life, it's so unreal. Ooh, is it a true life, it's so unreal. Dancing cheek to cheek with my memories, putting my arms around the blossom trees. It's not a putting there like yesterday. I've just broken my feet of faith. Ooh, it's a wonderful life, it's so unreal. Ooh, is it a true life, it's so unreal. Ooh, it's an amazing life, it's so unreal. Ooh, is it a true life, it's so unreal. Unreal. C'est un parent d'élève. C'est le papa de Chirine. Chirine est en CE1. Elle est dans notre classe à l'école Saint-Hilaire. Maillard, c'est un boxeur. Il est très costaud. Il est très fort. Il est très fort en boxe. Il a eu des médailles. Il a gagné beaucoup de coupes. Il a gagné la plupart de ses matchs. Il a gagné beaucoup de championnats. C'est un boxeur professionnel. Il a affronté plein d'adversaires. Il a mis plein de KO. Il a été champion du monde de boxe. Il a gagné une coupe du monde de boxe. Il est monté sur le podium. Il a une ceinture noire de boxe. Il a été 6 fois champion du monde de boxe. Il est connu dans toute la France. Il nous a accompagnés pour voir le PB86. Il est venu à la course contre la fin. Il est entraîneur de boxe. Il entraîne l'équipe de France. I'm listening to my favorite song, the one shivering inside. My mind is waltzing, trailing around. My feet are drumming on the ground. My feet are drumming on the ground. My feet are drumming on the ground.
Est-ce que c'était agréable de vivre en Iran? Oui, c'est un joli pays, comme plein de pays. À l'époque, c'était compliqué parce qu'il y avait la guerre, mais c'était plutôt agréable. Pourquoi il y a eu la guerre en Iran? L'Iran est dans une région où il y a beaucoup de pétrole. Vous savez ce qu'on fait avec le pétrole? Qu'est-ce qu'on fabrique? C'est de l'essence. Par exemple de l'essence, tout ce qui est pour chauffer les maisons. On fait beaucoup de choses. Et donc avoir du pétrole est important. Entre deux pays, l'Iran est ici et son voisin l'Irak, tout le pétrole est à leur frontière. Donc avec des bouts de terre, vous pouvez devenir très riche. Et l'Iran à une époque était puissante, donc avait eu la frontière qui lui convenait, qui lui amenait des avantages. Quand il y a eu une révolution, le régime a changé, le régime était un peu fragile. Et l'autre pays, son chef, son président a voulu conquérir l'Iran juste pour ce bout de terre, pour avoir du pétrole. Voilà, c'est une histoire de pétrole, de richesse sous la terre. Pourquoi les enfants en Iran pouvaient être obligés de faire la guerre? Quand un pays est attaqué, on a deux choix. Soit on fait comme ce qu'a fait la France en 1939, quand l'Allemagne nazie de Hitler a attaqué la France, il y avait un chef, Pétain, qui n'a pas voulu faire la guerre. Et il a préféré signer en bas en disant « Monsieur les Allemands, bienvenue, la France est à vous ». Premier choix. Est-ce que c'est bien? Je ne pense pas. La deuxième choix, c'est de se défendre. Et donc quand tu te défends, quand on t'attaque, il faut répondre. Et comment tu réponds? Avec déjà l'armée, avec des gens qui sont militaires. Et s'il y a la guerre, c'est d'abord les militaires qui y vont. Mais quand il n'y a pas assez de militaires, c'est une grosse guerre, ben on demande à monsieur tout le monde d'aller s'entraîner un peu et d'aller faire également défendre son pays. Et encore plus quand il n'y a pas assez de monde, ben c'est ce qui s'est passé en Iran, on demande aux jeunes adolescents, ça veut dire des jeunes de 15 ans, 14 ans, 16, 17 ans, d'aller faire la guerre. Alors, pareil, c'est compliqué, c'est pas à eux d'aller défendre le pays. Mais en même temps, quand il y en a besoin, vous voyez l'ambivalence, c'est pas normal, c'est pas un adolescent d'aller faire la guerre, évidemment, c'est un problème d'adulte. En même temps, le pays est en danger. Est-ce que l'Iran est un pays pauvre? Non. C'est ce qu'on appelle un pays en voie de développement. Il y a, en schématisant, en simplifiant, en termes de développement, 3 catégories de pays dans le monde. Les pays du tiers-monde, ça veut dire le tiers, la partie qui n'est pas très développée, le tiers-monde, qui sont pauvres, voilà, il y a des soucis. Il y a les pays en développement, ça concerne le monde entier, voilà, l'Iran fait partie de ces pays-là. Et les pays occidentaux riches, entre guillemets, l'Europe, les États-Unis, la Russie et l'Australie. Donc l'Iran est un pays en voie de développement. Et c'est un pays peuplé de 80 millions d'habitants, il est plus peuplé que la France. Le régime, le gouvernement fait du travail pour que de plus en plus de gens puissent vivre décemment. Donc il y a plus de pauvres qu'en France. Il y a des gens qui habitent dans la rue, il y a plus de personnes qui n'ont pas de logement. Chirine, tu l'as vu la dernière fois qu'on était partis ensemble, tu te rappelles, on était dans un taxi, et sur le boulevard où il y avait des arbres, là, vous savez, dans le boulevard, il y a un terre-plein central, il y avait des gens, des enfants avec leurs parents qui vivaient dessous, et qui venaient, tu te rappelles, dans les embouteillages, laver les vitres ou vendre des petits mouchoirs. Je lui ai dit, bah voilà, tu vois, ces enfants-là, je ne suis même pas sûr qu'ils aillent à l'école, la plupart y vont, mais pas forcément. Tu te rends compte, on ne vous demande pas à votre âge, vous avez 7-8 ans, d'aller vendre des choses dans la rue pour gagner de l'argent. Vous avez de la chance ici, voilà. Donc ce n'est pas un pays pauvre, mais le pays, enfin la population n'est pas aussi homogènement bien installée qu'en France. Il y a des gens qui sont dans le besoin. Est-ce que c'était bien l'école en Iran? Deux choses. Encore une fois, vous avez vu, vous m'avez posé la question, est-ce que c'est un pays pauvre? J'ai dit oui et non. Est-ce que l'école c'était bien? Oui et non. Le oui, c'est que en Iran, plus qu'ici en France, on a conscience que c'est avec l'école et rien qu'avec l'école on peut réussir notre vie d'adulte. En Iran, on a vraiment cette impression-là. Ça veut dire, on nous dit le matin, quand tu vas à l'école, il faut que ça soit sympa. Mais tu n'es pas en colonie de vacances, tu es là pour construire ton avenir.
Donc c'est bien là-dessus, c'est un peu mieux organisé qu'en France. Ça veut dire qu'on arrive au bout, quand on a un diplôme, un élève qui a un diplôme, il est mieux armé qu'en France. Ça va. L'autre côté, le pas bien, donc il y a deux, trois trucs marrants. Il est beaucoup plus, c'est un peu trop strict, voilà. On est un peu, par exemple, on ne tutoie pas évidemment le professeur, on l'appelle pas par son prénom, on ne dit pas Gaël, on dit monsieur le professeur. Le professeur les aime bien, fait son boulot, mais c'est beaucoup plus strict. Et ce qui est encore moins marrant, c'est que ce sont les classes, les écoles ne sont pas mixtes. En Iran, toutes les écoles sont pour garçons ou pour filles. C'est moins marrant. Est-ce que tu travaillais dur à l'école? Oui, je travaillais plus en Iran que quand je suis arrivé en France. Je vous redis, je vous raconte vite fait l'histoire des grands-parents de Shirin, de votre petite camarade. Mon grand-père à moi, donc le père de mon père, était très pauvre. Fabriquait des vêtements, il était couturier. Et mon père racontait que le matin, ils avaient tellement pas d'argent, ils buvaient de l'eau et rentraient. Il allait à l'école le ventre vide. Et c'était à l'école, vers 10h, que le roi à l'époque avait décidé dans toutes les écoles d'Iran de faire distribuer un petit déjeuner parce qu'il savait que son peuple n'était pas, que tout le monde n'avait pas d'argent, qu'il y avait des gens pauvres. Mon grand-père, il était un analphabète, il ne savait rien faire. Quand il fallait qu'il écrive une lettre à l'administration, au maire, quelque chose comme ça, c'était ses enfants qui avaient appris à l'école. Donc lui, de rien, tous les enfants ont fait des études pas trop mal. Les filles sont, donc il y a une infirmière, 2 enseignants comme votre maître d'école, 2 enseignants, et 2 fils qui sont mon père, très grand gradé à la police, et son frère, général, 3 étoiles à l'armée. Vous voyez, de cette partie-là, ils ont fait des études et ils ont réussi. Et mon père et ses oncles, et frères et sœurs, leurs enfants, ils sont encore au-dessus d'eux. Ils sont très diplômés. Donc, grâce à 2 choses. Le travail à la maison, parce qu'on leur disait tu vas pas à l'école juste pour t'amuser, et tout. Et parce qu'également à la maison, mon père, pendant une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure, il refaisait les devoirs avec moi. Et si ça allait pas, je déchirais mon cahier, ma page, il recommençait. Je recommençais 20 fois s'il fallait, pour que ça soit parfait. Et si c'était bien, comme j'étais tout seul, j'avais pas de maman, il partait au travail, il me laissait un peu d'argent pour que j'aille manger. Pour vous résumer, l'école était pour moi trop stricte. Ça, c'est le mauvais côté. Quand vous dites est-ce que c'était bien, je dis oui, mais trop strict. Mais était bien parce qu'à la fin, ceux qui travaillaient, ils avaient vraiment un savoir-faire, des diplômes, quelque chose qui leur permettait de réussir dans la vie. Est-ce que tu faisais de la boxe à l'école? Alors, moi, j'ai commencé la boxe très tardivement, en terminale, à presque 18 ans. Mais j'avais effectivement appris, j'avais fait de la première fois, j'avais chaussé des gants, utilisé des gants à l'école, au collège, en cours d'éducation physique. Il y a souvent un cycle d'opposition, de combat. Donc j'avais découvert la boxe là, j'avais bien aimé. J'en ai fait un peu à l'école, mais bon, il n'y a pas de boxe à l'école, c'est très rare. Voilà. Et puis j'ai commencé plus tard dans un club, mais à presque 18 ans. Mais la première fois que j'ai eu des gants de boxe, c'était à l'école, effectivement. Est-ce que tu as fait la boxe en Iran? Moi, j'avais 10 ans quand j'ai quitté l'Iran. Et j'ai commencé la boxe à 18. Donc non, en Iran, on faisait juste, on jouait au football avec les copains dans la rue, après avoir fait les devoirs et tout. Pourquoi es-tu venu en France? C'est mon père qui m'a envoyé en France pour me protéger parce qu'il y avait la guerre. Donc, la première raison, c'est la guerre, hein. C'est compliqué. Et la deuxième raison, c'est que j'avais pas de maman. On n'était que moi et mon père, donc c'était facile à faire. Dans une famille où tu as le père, la mère, frères et sœurs, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, comme vos camarades syriens qui sont arrivés il y a 2 ans. Oui, il y a Joseph dans la classe qui a vécu ça. Ah, c'est vrai. Vous êtes venus tous ensemble. Ouais. Par exemple, ils n'allaient pas t'envoyer toi tout seul. Ils l'auraient fait s'il n'y avait vraiment pas le choix pour te protéger. Il y avait des problèmes dans ton pays. Tes parents, vous êtes tous partis pour vous protéger. Et puis je pense surtout qu'ils ont pensé à vous, à leurs enfants. Moi, il m'a envoyé tout seul. Mais c'est mieux, hein, tous ensemble. Imagine si tu étais venu tout seul,
c'est un nouveau pays, c'est différent, mais ici c'est calme, il fait beau, il y a les oiseaux qui font couic-couic, c'est bien. Qu'est-ce que tu as ressenti dans ton corps en arrivant en France? Quand je suis arrivé, donc c'était au mois d'août. Je faisais quelque chose comme ça, il faisait beau. Je suis parti de Téhéran. Donc, l'Iran est un grand pays. Je vous ai dit, l'Irak ici, la guerre était à la frontière. Il n'y en avait pas partout. On en subissait les conséquences, mais à Téhéran, il n'y avait pas de guerre. Par contre, la vie était très chère. Les gens, ils avaient peur de partir au front et de mourir. Ils avaient parfois des frères, des pères qui étaient décédés morts au front. Donc c'était compliqué. Quand je suis arrivé ici, il faisait au mois d'août un jour comme ça. Alors, il faisait beau. À Téhéran, c'est très grand, un grand bazar. Je suis arrivé à Poitiers, c'était tranquille, c'était calme. Et vraiment l'image que j'ai gardée, c'est pour ça que je te disais, j'entendais les oiseaux faire couic-couic. Donc forcément c'est plus simple, c'est mieux. Pourquoi tes parents n'avaient pas voulu venir avec toi, enfin ton papa? Parce que lui, donc tu sais, il avait un poste important dans la police. Il ne pouvait pas partir comme ça. Il m'a envoyé, et justement lui, un an après, il s'est enfui. Mais il n'a pas pris un avion tranquille, il s'est enfui. Donc il l'a fait plus tard. Mais il est allé au Canada, aux Pays-Bas, il n'a pas pu venir en France. Mais comme il avait un poste important, il ne pouvait pas venir comme ça avec moi. Étais-tu triste en quittant ton papa? Oui. Mais en fait, je ne m'en rendais pas compte, c'est rigolo. Hein. Je ne me rendais pas compte. Moi, comme je n'avais pas de maman, je voyageais souvent. Dès qu'il y avait des vacances scolaires, j'allais chez mes tantes, je prenais l'avion. Et moi, j'avais l'impression de venir parce que je suis venu chez ma tante à Poitiers. Donc j'avais l'impression de faire comme d'habitude. Et après, je me suis rendu compte que je rentre plus en Iran, que je ne verrai plus mon père si souvent. Mais au moment où on s'est séparés, je ne m'en rendais pas compte. Comment es-tu né si t'as pas de maman? Ah, mais évidemment, mais t'as raison, j'ai une maman. Tout le monde a une maman. Quelqu'un qui nous fabrique, qui nous accouche, ça, évidemment, j'ai une maman. Mais j'ai pas une maman qui m'a élevé. Tu vois la différence? J'ai pas une maman qui me faisait le goûter. J'ai pas une maman qui venait me chercher à l'école. Moi, à l'école, je rentrais tout seul. J'avais personne le matin, j'allais tout seul. Le soir, je mangeais tout seul, mon père était au travail. Donc, dans ce sens-là, j'ai pas eu de maman. Qu'est-ce qui t'est arrivé à ta mère? Mes parents étaient divorcés, elle a vécu sa vie, et puis après elle est décédée, elle était malade et tout. Elle a dit, bon, quand vous serez plus grand, vous allez travailler peut-être avec votre instituteur, s'il a envie, ou quand vous ferez des livres d'histoire, sachez-le, tiens, les 2 ou 3 qui viennent d'ailleurs, quand vous êtes arrivé du Gabon, vous êtes chez qui? Chez vos parents ou chez une tante ici? Eh bien, chez nous, ici, Oui. chez la mère de notre mère. Vous êtes chez mamie. C'est la même chose. Les jours de l'école, mais parfois de week-end, on est Voilà, mais vous êtes en France chez mamie. C'est ce qu'on appelle la solidarité familiale. Vos parents et enfin votre mamie ont préféré que vous veniez ici parce que c'était mieux. Et c'est pas rien, et c'est une grosse responsabilité. Ma tante avait fait la même chose pour moi. Toi, Joseph, il n'y a pas que toi, hein, mais toi, Joseph, t'es comme moi un peu. Hein, on est venu parce qu'il y avait la guerre. On sait ce qui est différent parce que c'était pas ton pays au départ, ça va le devenir. La France, ça va être ton pays aussi à toi. Mais ça l'est encore pas encore. Mais t'as vu, c'est mieux ici, parce qu'il n'y a pas la guerre. Voilà, donc vous apprendrez qu'ailleurs, les gens ils ont des vies plus dures. Notamment les femmes. Comment tu t'appelles? Sarah. Sarah et toutes les autres. Après, vous allez comprendre en grandissant la chance que vous avez d'être en France. Parce que la vie des femmes, elle est plus dure ailleurs. Dans plein de pays au monde, elle galère. Donc ma mère, elle a une vie dure. Il y a quelqu'un quand t'es parti de l'Iran qui t'a accompagné, quelqu'un de ta famille? J'ai pris l'avion tout seul. Mon père m'a fait un bisou à l'aéroport. Je suis arrivé à Paris tout seul. Et j'ai donc le mari de ma tante, que je connaissais, j'ai vu 2 fois dans ma vie, je connaissais très peu, qui m'a accueilli. Pourquoi tu n'étais pas allé dans un autre pays? Je devais aller soit aux États-Unis, chez le copain de mon papa, soit en France. On avait fait des demandes. Donc comme les États-Unis, en fait, avec l'Iran, il n'y avait pas de lien, il n'y a plus de lien depuis 1979, depuis très longtemps, et qu'en France, c'était sa sœur, en fait. Moi, je suis arrivé chez ma tante, qui est la sœur de mon père. Donc c'était plus simple. Quand es-tu devenu français? Très tardivement,
très tardivement. Alors, tiens, une question, moi je vous pose une question. Parmi ceux d'entre vous dont les parents viennent d'ailleurs, Joseph par exemple, toi tu es venu d'ailleurs, tu es né en Syrie et maintenant tu vis en France. Il y a qui d'autre qui est... Ah, toi je sais que Romain, mon petit de parents, toi tu es né en Roumanie je crois. Oui. Gabon, très bien, vous êtes né là-bas et puis vous êtes arrivé je crois il y a 2 ans On ici. est né au Maroc, et on a grandi au Gabon. Gabon. Mais les 2 parents sont gabonais, c'est ça hein. Donc pour les 3-4 qui ne sont pas nés en France, s'il vous plaît, il faudra, mais c'est ce qu'ils vous feront vos parents, absolument demander faire une demande de naturalisation avant vos 18 ans. Entre 16 et 18 ans, je crois, même à partir de 12 ans. Et puis c'est automatique, il n'y a pas de souci, parce que après vos 18 ans, quand vous êtes considéré comme quelqu'un d'adulte, on ne vous le donnera pas jusqu'au jour où vous travaillez, où vous avez un salaire, où vous avez une situation. Donc moi, comme je ne le savais pas, personne ne me l'avait dit, je n'ai pas fait ma demande à 18 ans, avant mes 18 ans, et après il a fallu attendre, et moi j'ai été naturalisé à l'âge de 26, en 2001, très tardivement, voilà, j'ai galéré. Mais parce qu'on m'avait, c'est par manque d'informations. Pourquoi as-tu envie de faire de la boxe? Quand j'avais 10, 12, 13 ans, très timide. Et ben, vous imaginez, j'étais arrivé d'Iran en France à l'âge de 10 ans. Donc au collège, j'étais pas sûr de moi. Et pour moi, les boxeurs, c'était les plus forts du monde. C'était des hommes, des vrais hommes. Moi, j'étais un adolescent, un enfant un peu timide, un peu peureux. Et je voulais ressembler à ces hommes qui étaient pour moi très forts. Voilà. J'ai fait de la boxe pour devenir un homme. Pour résumer, c'est ça. Pour être fort. Parce que pour moi, les boxeurs, c'était les plus forts. Pourquoi tu n'as pas fait d'autres sports que la boxe? J'en ai fait. Je faisais de l'athlétisme, mais j'étais très... On n'en a pas parlé parce que tout le monde fait du sport. En athlétisme, j'étais très fort, j'ai fait du handball et j'étais très bon. Mais bon, en boxe, il y a un avantage, c'est qu'il y a des catégories de poids. Vous avez 2 paires de basketteurs qui sont là. Pierre-Yves Guillard, vous êtes venu voir le basket l'autre jour, vous avez vu, ils sont grands. Si j'avais continué à faire du basket, à un moment donné, trop petit, ça ne marche pas. L'avantage donc de la boxe, c'est qu'il y a les catégories de poids. Donc j'ai fait d'autres sports, j'en ai fait pour m'amuser, et puis à un moment donné, je me suis consacré à la boxe, parce que je pensais pouvoir y réussir. Pourquoi on fait les sports de combat alors qu'on sait très bien qu'on va avoir mal? En fait, on n'a pas si mal que ça. Parce que quand vous êtes débutant, quand vous commencez, vous n'avez pas les moyens de défense, vous n'êtes pas très bon, vous prenez un peu de coups. Mais meilleur vous êtes, moins vous prenez de coups. Donc c'est le côté amusant. Est-ce que quelques-uns parmi vous connaissent ou regardent ou font ou ont des amis, de la famille, un oncle, un cousin qui fait du rugby? C'est sympa le rugby, c'est marrant. Si tu avais continué, au départ c'est compliqué quand tu cours et qu'il y en a un costaud qui se met devant toi qui veut t'empêcher de passer, et tu peux peut-être te faire mal. Et après quand tu progresses, tu te fais plus mal. C'est pareil en boxe. Quand on progresse, on ne prend même pas de coups, on en prend très peu, on bloque tout, on se défend bien. Et puis parfois c'est le jeu, on prend des coups, mais c'est marrant. C'est comme ça. Donc quand on aime, on se fait pas mal. Ça sert à quoi de se battre? En boxe, on ne se bat pas, on combat, les mots sont importants. Et puis c'est un jeu, c'est vraiment un jeu. C'est je te touche, tu as essayé de me toucher, tu ne me touches pas. Tu m'as touché, zut, il faut que je réponde. C'est vraiment un jeu. Comme il y a des règles, il n'y a pas aucune animosité, aucune méchanceté avec son partenaire ou son adversaire. C'est je te touche, tu ne me touches pas. C'est vraiment un jeu. Voilà. Donc c'est rigolo. À l'école, pourquoi les maîtres et les maîtresses ne veulent pas qu'on se batte? Je n'ai même pas à te répondre, je vais te dire c'est normal. On n'a pas à se battre. Parce que, alors si ta question c'est par rapport à ça, quand on fait les sports de combat, on ne se bat pas. On s'affronte, on se chamaille. Mais à l'école, heureusement, il ne faut pas se battre. Ça vaut pas le coup. Pourquoi on doit mettre des gants quand on fait de la boxe? Regarde, par exemple, dans les arts martiaux, karaté, où il y a des coups, le karaté, ils ont une petite mitaine. Mais au karaté, ils n'ont pas vraiment le droit de se frapper parce qu'ils peuvent se faire très mal.
En boxe, ce qui est sympa, on a des vrais gants. Grâce à ces gants, on peut ne pas faire semblant. Une fois qu'on est entraîné, vraiment de mettre des coups à 100% de force. Ça permet de se protéger. Parce que si je donnais un coup de poing, les mains nues, je me ferais vraiment mal. Là, non, je touche. J'ai marqué un point, mais tout va bien. Ça, c'est un casque pour mettre sur la tête, pour se protéger pour les compétitions ou les entraînements. À l'entraînement, on a des gants d'entraînement. On a un casque, un protège-dents pour se protéger les dents, et puis des bandes aux mains pour se protéger les mains. En compétition, on n'a pas de casque, on a toujours le protège-dents, les bandes pour se protéger les mains et les dents. On a une coquille pour les garçons pour se protéger le bas si on ne fait pas attention au cou. Et on a des gants de compétition, voilà. Pourquoi les boxeurs mettent un bandage sur leurs gants? Une main, du poignet au bout des doigts, il y a je crois 33 ou 36 os. Donc c'est pas aussi homogène, aussi solide qu'un avant-bras, qu'une jambe, une cuisse. Si on ne les protège pas, on les serre pas les uns aux autres, en mettant avec un choc, on peut se faire très mal, on peut se casser la main. Donc on met un bandage qui permet de retenir tout ça, de les solidifier les uns aux autres, de ne pas se faire mal. Très attention pour ne pas se faire mal. Vous voyez, moi j'ai fait 16 ans de boxe, très intensif, très dur. Bon, évidemment, comme vous avez vu, certainement parlé tout à l'heure, j'ai eu des petites blessures aux arcades, mais ce n'est pas très important. Mais au niveau osseux, je ne suis pas abîmé. Parce qu'on a toujours fait attention à bien bander les mains, à mettre du bon matériel, voilà. C'est pour se protéger. Pourquoi tu ne mettais pas un casque pour combattre? En compétition, en fait, on ne met pas de casque. Les casques, c'est fait pour quand on est très jeune, jusqu'à l'âge de 18 ans, quand on est chez les cadets, juniors, quand on est jeune. Et quand on passe chez les seniors, c'est-à-dire plus de 18 ans, chez les grands, en compétition sur les combats, on n'a pas de casque, ni en boxe olympique, ni en boxe professionnelle. Donc voilà. En compétition, pas de casque. En compétition chez les jeunes, casque. À l'entraînement, casque. Pourquoi il faut boxer sur un ring? Alors, un ring en anglais, ça veut dire cercle. C'est rigolo. Un ring, c'est quoi comme forme? C'est un... Carré. Voilà, c'est un carré de, en gros, de 6 mètres sur 6. Ça permet, la boxe, comme le judo, vous parliez, il y a des judokas, c'est un sport duel. On n'est que deux, on n'est pas 40. Donc, pour qu'il puisse y avoir boxe ou judo, il faut que les deux adversaires, les deux partenaires soient proches l'un de l'autre, qu'ils n'aillent pas n'importe où. Donc, le ring, ça permet de délimiter l'espace. Que les deux adversaires ne soient pas à 20 mètres l'un de l'autre. Pourquoi il y a différents types de boxe? Regardez, dans les sports collectifs, handball, basket, volley. Ce sont des sports collectifs, c'est deux équipes qui jouent l'un contre l'autre. Ce sont des sports de salle, on joue dans une salle, on ne joue pas dehors. Ce sont des sports de ballon, on joue avec un ballon. Par contre, après, c'est différent. Au basket, on met dans un panier. Au volley, il faut que la balle touche le sol sur le terrain adverse. Au handball, on se fait des passes avec la main pour marquer un but. Vous voyez? Sport collectif avec un ballon dans une salle, mais ça n'a rien à voir. C'est pareil pour les boxes. Tu viens, Sébastien? Tu te laisses, s'il te plaît. En boxe, celle que je fais, la boxe la plus connue, celle de Muhammad Ali, de Mike Tyson, et Mayar Mouchibo. On a le droit de toucher l'adversaire. Le but, c'est de toucher l'adversaire de l'espace qui commence au sommet du crâne, de la tête, jusqu'à la ceinture. Et sur la face antérieure, ça veut dire que je dois toucher Sébastien. Là, au ventre, je marque des points. D'accord? Ne bouge pas, Sébastien. Je n'ai pas le droit d'aller sur le poteau derrière parce que je n'ai pas le droit de le toucher. Donc on est toujours comme ça. Et avec exactement que cette surface-là, le devant des gants. Pas d'intérieur ni de revers. Après, dans d'autres sports de combat de percussion, la boxe française, le full contact, la boxe américaine, ils ont en plus le droit de toucher avec des pieds. D'accord? Pour certains, avec des pieds. Et les gants, ça ne change pas, c'est les mêmes règles. Même dans ce sport, on n'a pas le droit de toucher avec le gant ailleurs que cette surface en haut, le tronc et la tête. Et dans ces sports-là, ils ont le droit de toucher avec le pied, soit en bas
et en haut, soit seulement en haut. Et selon ces règlements, ça fait des sports différents. Voilà les différences. Merci. Pourquoi la ceinture est énorme et qu'il y a 3 ronds d'or? C'est donc le trophée. Les ceintures, c'est le trophée pour les titres du pays, du continent et du monde. Donc on a une ceinture de champion de France, ou de champion de Belgique, ou de champion d'Angleterre, et puis on a une ceinture de champion d'Europe, d'Asie, d'Amérique, d'Australie, d'Océanie et tout. Et on a une ceinture de champion du monde. Et chaque fédération, la fédération, elle choisit comment elle veut le faire. Voilà, donc c'est un choix, c'est leur problème. Eux, ils ont dessiné, et il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans, ils ont demandé à un designer, à plusieurs designers de leur dessiner une ceinture, leur trophée. Puis ils ont choisi, on veut celle-là. Voilà. C'est eux qui ont choisi la forme. Est-ce que tu as gagné ton premier match? Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai eu une carrière de boxe olympique, ça veut dire avec un maillot, que vous pouvez voir aux Jeux Olympiques, et puis une carrière de boxe professionnelle où on n'a pas de maillot, on a juste un short, on est torse nu. Mon premier combat de boxe olympique, c'était à Royan. J'étais tout petit, hein, j'avais 18 ans tout juste. Je l'ai gagné en 1 minute 30. Il est tombé, l'adversaire, j'ai gagné par KO. Et puis mon premier combat de boxe professionnel, j'ai également gagné. Voilà. Est-ce que tu as eu peur à ton premier combat? Non, j'ai pas eu peur, j'étais content d'y aller, j'étais excité d'y aller, j'avais envie d'y aller, j'étais prêt, et puis j'avais envie de le faire. Si j'avais eu peur, je pense pas que j'aurais fait la carrière qui est arrivée après. Non, j'ai pas eu peur. Jamais d'ailleurs. En boxe, j'ai jamais eu peur. Est-ce que tu t'entraînais beaucoup? Oui, bien sûr, je m'entraînais beaucoup. Et donc il faut du volume, obligatoirement. Si on reste à la maison, ça marche pas. Il faut aussi que ça soit construit, pensé, analysé, repensé, reconstruire, analyser. Donc beaucoup, mais intelligemment également. Mais beaucoup. Quel est l'adversaire le plus fort que tu as rencontré? L'adversaire le plus fort, c'est celui où j'ai perdu, quand j'ai perdu mon titre. La photo est dans le couloir, chérie. Le seul, chez nous, il n'y a aucun truc, il n'y a aucun signe de boxe à la maison. Il y a les trophées, là, les grands d'or. Mais il y a une photo de boxe et c'est le combat que j'ai perdu. Donc c'est un Thaïlandais qui est venu parce qu'il pouvait changer sa vie, son quotidien avec ce combat-là. Donc il a été plus fort que moi sur ce combat-là. C'est lui. Alors c'est quoi ton travail maintenant? Je travaille donc pour le ministère des Sports et j'aide la Fédération française de boxe à fonctionner. Donc je m'occupe que de boxe. Mais est-ce que tu entraînes des personnes pour la boxe ou enfin... Équipe de France, moi je m'occupe, tu vois, pour mon travail, j'aide les clubs, ça m'arrive d'aller dans un club, juste entraîner une fois, mais j'entraîne pas en club. J'entraîne que les équipes de France. Bonne route dans la vie, et alors si vous retenez une chose, de cette rencontre, c'est que c'est quand vous venez en cours, en classe, et puis avec le travail à la maison, que vous construisez votre avenir. Voilà, c'est le plus important, sinon... Sans gros diplôme et quelque chose qui nous permet de travailler, la vie est dure. Voilà. C'est à l'école qu'on construit l'avenir.